Bonjour Sandrine Oublié. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de biotechnologie, membre et porte-parole du comité ProAnima. Alors pour présenter ce comité justement, c'est un comité scientifique qui est composé de chercheurs du secteur public et privé, d'universitaires et de membres du corps médical. Et ensemble, eh bien, vous apportez la preuve concrète justement qu'aucune espèce animale ne peut être prise comme modèle biologique pour une autre. C'est bien cela? Oui, tout à fait. Les activités du comité scientifique ProAnima cherchent à avoir des méthodes d'expérimentation plus fiables, plus scientifiques pour la santé humaine. Et donc pour cela, elles cherchent à promouvoir des programmes de recherche avec des méthodes plus fiables. Elle édite un magazine dans lequel il fait le point sur l'actualité, sur les avancées de la recherche en médecine humaine sans animaux. Également, elle fait des appels à projets de recherche travaillant sur des alternatives, donc des méthodes qui n'utilisent pas les animaux. L'association lève des fonds et sélectionne des projets de recherche. Et également, l'association prend la parole quand il y a des débats pour ou contre l'expérimentation animale, quelle est la pertinence des modèles animaux. Un scientifique du comité intervient et peut permettre d'expliquer pourquoi et quelles sont les alternatives et pourquoi elles sont valables. Vous m'aviez confié que vous aviez eu recours à la vivisection au cours de vos études. Vous l'avez très vite abandonné justement pour vous consacrer aux méthodes alternatives. Qu'avez-vous vu dans les laboratoires? Que se passe-t-il? Moi, au cours de mes études, à la fois en licence, j'ai été confrontée une fois et lors de la préparation au concours d'agrégation. Donc là, ça se passe en tant qu'élève, on nous fait manipuler des animaux sous prétexte de formation, alors que ce sont des résultats qui évidemment sont connus depuis longtemps, et sous prétexte de nous entraîner à utiliser les animaux, ce qui à mon sens ne tient pas, puisque on ne va pas forcément choisir d'en utiliser après. C'est ce qui a été mon cas. J'ai toujours refusé de les manipuler, à part quand j'y étais absolument contrainte, et après, dans toute la suite de mes études, je n'en ai plus utilisé. Donc ça montre bien que ça ne sert pas pour nous. Et après, ça c'est à l'université. Et dans les laboratoires, on ne manipule les animaux que si on a été formé. Donc là, il y a encore beaucoup de personnes qui manipulent tous les jours, qui ont une petite formation de base et qui leur permet soit de faire des expériences, soit ensuite de les euthanasier. Psychologiquement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est confronté à la vivisection? C'est atroce. La première fois que c'est arrivé, c'était pour étudier la glycémie, donc quelque chose qu'on connaît parfaitement. Et heureusement, c'était par binôme, donc moi, je n'ai pas manipulé. Comme ça, c'était réglé. Et lors de la préparation à l'agrégation, en fait, déjà, ils nous mettaient une pression psychologique en disant que si jamais on ne s'entraînait pas à ça et qu'on tombait dessus au niveau des épreuves, on risquait d'avoir notre année qui était perdue et de ne pas avoir l'examen. On vous a forcé clairement à pratiquer la vivisection alors? Donc il y avait cette pression-là, et en plus, quand on arrivait dans la salle, les rats étaient déjà là. Ils étaient déjà sur les planches, ils étaient déjà endormis avec une dose létale d'anesthésique. Donc on arrivait, ils étaient là, on les entendait respirer, et l'enseignant nous disait « de toute manière, ils vont mourir, puisqu'ils ne se réveilleront jamais du coma. Et si vous ne faites rien, ils vont mourir par étouffement. » Donc du coup, toute la première partie, c'était nous convaincre d'aller les toucher et de leur faire une trachéotomie pour leur permettre de mieux respirer. Et après, une fois qu'on avait fait ça, la prof nous disait « voilà, maintenant faites le TP ». Il y avait 5 séances de vivisection et c'était absolument horrible. Après, on était tous malades, quoi. Quand vous avez terminé vos études, vous avez décidé évidemment d'abandonner le modèle animal pour développer des méthodes de substitution. En médecine, la législation actuelle implique de tester systématiquement les nouveaux médicaments sur les animaux. On sait que le modèle animal est très loin d'être fiable. On a massacré des milliers de singes par exemple, et on continue aujourd'hui de massacrer des milliers de primates et de singes pour trouver un vaccin contre le sida. Aucun vaccin n'existe à l'heure actuelle. On a le scandale du Mediator, on est en plein dedans finalement. Pourquoi est-ce qu'on poursuit l'expérimentation animale selon vous aujourd'hui ? Donc on les poursuit pour 2 raisons. D'une part parce que c'est obligatoire. Pour obtenir un médicament qui va aller sur le marché, il faut passer par la case expérimentation animale. Même si les tests toxicologiques sur cellules, bioinformatiques sont positifs, il est imposé par la réglementation de faire des tests sur des animaux, en général sur des souris, mais ça peut être sur des primates, en fonction de quel est le modèle animal qui est considéré comme le meilleur. Et ensuite, seulement, les essais peuvent passer à l'humain. Et l'idée, c'est de tester la toxicité sur des animaux, d'avoir une idée de la quantité de médicaments qui peut être supportée, et ensuite on multiplie par 10 ou 100 pour avoir des marges de sécurité, et on teste chez l'homme. Dans cette réglementation, il y a une énorme part de tradition, c'est-à-dire qu'au siècle dernier, chez grand-papa, quand il n'existait pas les méthodes alternatives, les modèles animaux étaient effectivement la meilleure manière de tester la toxicité d'une molécule. Et
on a hérité de cette tradition-là. C'est une croyance on finalement. Continue. C'est une croyance puisque en fait, il y a des alternatives qui sont plus fiables puisque les cellules d'un animal ne sont pas des cellules d'un humain, même si ça permet d'avoir la globalité de l'organisme, ça ne justifie pas au niveau scientifique que ça soit le meilleur modèle. Donc on continue à expérimenter sur les animaux en grande partie par habitude. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le patrimoine génétique d'un humain et comment il réagit. Les animaux ont certains gènes que les humains n'ont pas. Et ils n'ont pas certains gènes qui sont importants chez l'humain, comme certains gènes du cytochrome P450. C'est aussi pour ça qu'on développe aujourd'hui les animaux transgéniques? Oui, tout à fait. C'est-à-dire pour pallier à ce problème de patrimoine génétique qui est différent, on essaye de modifier le patrimoine génétique des animaux modèles pour qu'ils se rapprochent de l'humain. Le problème, c'est qu'on modifie 1, 5, éventuellement 10 gènes, et le patrimoine génétique des animaux est vraiment différent. Plus de 10 gènes, il faudrait changer beaucoup plus que cela. Également, il y a l'épigénétique, c'est-à-dire tout ce qui a une influence sur notre organisme, sur la production de nos gènes et qui n'est pas nos gènes, qui est également largement inconnu. Donc le problème de cette approche-là, c'est qu'on essaye de modifier quelques petites choses que l'on connaît. On ne sait pas modifier tout le reste qui pourra très probablement avoir un effet énorme, mais qu'on ne peut pas forcément modifier au niveau technique ou qu'on ne sait même pas qu'il faut modifier. L'expérimentation animale a selon vous aucune valeur scientifique donc? L'expérimentation animale peut permettre d'avoir des indices sur comment ça se passe dans l'animal et donc on peut faire des comparaisons, mais ça ne peut pas être considéré comme un modèle fiable. Il y a vraiment tout un panel d'outils alternatifs qui sont plus fiables, surtout s'ils sont utilisés tous ensemble. Est-ce que ces méthodes de substitution, Sandrine, on peut aujourd'hui imaginer les appliquer sur l'ensemble de la recherche, c'est-à-dire pour les produits cosmétiques, pour les produits chimiques, en plus des médicaments et de la médecine? Oui, tout à fait. On peut les utiliser beaucoup plus largement, d'autant qu'elles sont variées, on peut les adapter à notre problème. Donc, quelle que soit la problématique qu'on souhaite analyser, il y a tout un panel d'alternatives qu'on peut convoquer chacune, personnaliser à notre problème. Et donc, moi, je considère qu'on peut, à la fois pour la recherche et pour les tests toxicologiques, largement bénéficier des alternatives qui concernent à la fois des cellules, des méthodes bioinformatiques, des constructions d'organes, et également sur l'humain directement. Il y a maintenant beaucoup de méthodes invasives, les caméras à positrons, qui sont très modernes et qui permettent même actuellement d'avoir une idée de l'effet d'une molécule sur l'organisme entier, sur l'humain. Elles sont difficiles à développer, ces méthodes de substitution? J'ai pas l'impression que ça soit ça qui bloque actuellement. Ce qui bloque, c'est le manque de volonté de développer ces alternatives. Donc, à la fois le manque d'intérêt des chercheurs pour ces sujets, puisque beaucoup ne sont pas intéressés, beaucoup sont habitués au dogme de l'expérimentation animale, donc ils ne pensent même pas forcément à essayer de développer des alternatives. D'autre part, en termes de financement, c'est-à-dire que la recherche, quand même, actuellement, rencontre des difficultés de budget. À chaque fois, pour chercher sur un projet, il faut déposer une demande, il faut que le sujet plaise à l'autorité politique. Et donc, du coup, vous imaginez bien que, comme il n'y a aucune volonté politique actuellement pour développer les alternatives, les projets de recherche, même s'ils étaient déposés, auraient très peu de chances d'être financés. J'imagine que vous avez déjà eu l'occasion de parler avec ces vivisecteurs, justement. Est-ce qu'ils ont conscience de la souffrance, de la torture, ou est-ce que ces personnes sont devenues totalement insensibles, finalement, à la douleur? Alors, elles en ont conscience. Au début, c'est très difficile. En général, quand les gens commencent à travailler sur les animaux, tant qu'ils sont dans des cages, que l'expérimentation va à son cours, à la limite, ça va. Quand il y a des expérimentations qui sont plus invasives, normalement, il y a des antidouleurs qui sont administrées. Donc, ça se fait de manière relativement éthique, en tout cas du mieux possible. Ce qui est difficile, en général, c'est au moment où il faut le mettre à mort. Ça, c'est l'étape difficile, puisqu'en plus, en général, on en fait plusieurs à la suite. Les gens reviennent après avoir tué leur lot de rats et ils ne sont pas bien. Donc, ils ne sont pas insensibles du tout. Par contre, ils se blindent. Ils se blindent parce qu'ils considèrent qu'il faut le faire, que pour soigner des gens, pour étudier le cancer, ils sont obligés de faire ça sur des animaux, en considérant qu'il faut le faire, que de toute manière, c'est pour les humains, pour la santé humaine. En tous les cas, lorsque vous dites qu'on encadre la souffrance animale, je pense que ça s'applique vraiment à la recherche médicale. Oui. Parce que lorsqu'on fait avaler un beagle, un chien, un singe, un détergent ou n'importe quel produit qui est dans des conditions absolument abominables, je pense qu'il n'y a aucun encadrement de la souffrance animale. Oui, je ne vois pas comment ça pourrait passer un comité d'éthique, puisque de toute manière,
C'est des résultats qui en général sont connus en plus parce que la plupart des molécules maintenant ont déjà été testées, donc c'est plus la peine de tester à nouveau. Et effectivement, il y a une souffrance là. En tout cas, j'espère que ces beagles, ces animaux sont anesthésiés parce que sinon, ça me paraît complètement, absolument non éthique. Comment va évoluer selon vous la science justement et la recherche dans les années à venir? Est-ce qu'un jour on peut avoir l'espoir d'abolir définitivement la vivisection et l'expérimentation animale de manière générale? C'est un petit peu le même problème que les abattoirs, c'est-à-dire que c'est mieux qu'avant, en un sens. En tout cas, pour la recherche animale, c'est mieux qu'avant, puisqu'on a maintenant conscience de la souffrance des animaux. Il y a des comités d'éthique qui encadrent les expérimentations animales dans les laboratoires. Donc, on va vers, en tout cas, une reconnaissance de la souffrance des animaux, ce qui est déjà un premier pas. Pour des raisons économiques, on peut être amené à diminuer le nombre d'animaux, donc c'est aussi un argument qu'on peut avancer. C'est-à-dire que dans les périodes de pénurie de financement actuelles, on peut essayer de faire avancer les alternatives pour des raisons économiques. Mais également, je pense que progressivement, j'ai l'espoir qu'on se rendra compte qu'au niveau scientifique, le modèle animal est dépassé. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. C'est-à-dire que pour le moment, on est simplement à la prise en compte de la souffrance des animaux. Et j'espère que petit à petit, grâce notamment malheureusement aux scandales sanitaires comme le Mediator, comme le Staltor et Diane, toutes ces molécules qui ont pourtant été testées sur des animaux et qui ont tué des gens malheureusement. Donc on peut espérer que dans 50 ans, enfin progressivement, les gens se rendront compte, sous la pression de la société peut-être, et feront évoluer les scientifiques qui, on peut l'espérer également, développeront de plus en plus d'alternatives et avec tout un panel d'alternatives crédibles, fiables face à l'expérimentation animale, on peut espérer que la balance progressivement va être au profit des alternatives pour une multitude de raisons. Merci beaucoup Sandrine. Merci à vous.